La séance est reprise, mes chers collègues. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, présentée par Madame Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues. Demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, pour 20 minutes, chers collègues. Je vous remercie. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Fallait-il une loi sur les bibliothèques? Cette question peut paraître provocante, puisque proposant à vos suffrages ma proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, la réponse semble aller de soi. En réalité, elle témoigne d'un long cheminement qui a émaillé la réflexion autour de l'opportunité d'une loi sur les bibliothèques. Et que de débats au sein des professionnels. Alors préciser, mais ne pas brider, encadrer, mais ne pas enfermer, l'équilibre à trouver n'a pas été aussi évident et a requis d'intenses réflexions avec le ministère de la Culture, que je veux très sincèrement remercier, et notamment la direction du livre et de la lecture, mais aussi les professionnels, mais aussi les collectivités territoriales et les élus. Cette proposition de loi est l'expression d'un compromis unanime, je pense pouvoir dire, en faveur de la reconnaissance et de l'importance des bibliothèques et des bibliothécaires. Elle est aussi l'expression de mon attachement profond aux bibliothèques et une reconnaissance pour les personnels qui les font vivre et pour les millions de nos concitoyens qui chaque jour en poussent les portes, peu importe la raison. Car lire, parcourir les rayons bien sûr, mais aussi écouter un auteur, visiter une exposition, participer à un débat, à un atelier pour refaire son CV ou pour réviser le bac, à un tournoi de jeux vidéo, aller sur Internet, et tant d'autres activités qu'il faudrait une DG entière, et peut-être plus que 20 minutes, pour être exhaustive. En somme, la bibliothèque est une expérience culturelle, ludique, mais aussi sociale, et la bibliothèque est ce lieu unique, exceptionnel, qui ouvre à tous ses possibles. Ce qu'Umberto Eco, dans son opuscule De Bibliotheca, appelle la bibliothèque univers, je cite, « Si la bibliothèque est, comme le veut Borges, un modèle de l'univers, essayons de le transformer en un univers à la mesure de l'homme. Une bibliothèque où l'on ait envie d'aller, qui progressivement se transformerait en une grande machine pour le temps libre, un lieu de livres, bien sûr, mais également un lieu de vie. » Saint Augustin écrivait « Je crains l'homme d'un seul livre ». Dans notre époque marquée par la violence du débat politique, par le dogmatisme, par l'enfermement dans des certitudes souvent faciles, les bibliothèques s'imposent comme des lieux indispensables de respiration citoyenne et civique, des lieux d'émancipation, où chacune et chacun peut se forger un esprit critique. En somme, aujourd'hui et plus que jamais, un lieu de raison et de liberté. Et je ne crois pas qu'il y ait eu de hasard lors de la construction de notre hémicycle en 1837, que c'est une bibliothèque qu'Adolphe Thiers a choisi de faire édifier à quelques pas de la salle de séance. Nous avons encore aujourd'hui le privilège de siéger à quelques mètres d'une des plus belles bibliothèques de France, qui nous offre souvent, dans un cadre privilégié, l'occasion surtout de prendre un peu de recul sur notre action politique et un peu de distance face à la vitesse de notre actualité contemporaine. Plus concrètement, avec ma proposition de loi, j'ai souhaité porter deux objectifs. Ancrer profondément les bibliothèques dans notre droit, d'une part, et conforter leurs liens avec les collectivités territoriales dans le plein respect de leur liberté de gestion et renforcer les politiques publiques en matière de lecture publique, d'autre part. J'ai souhaité tout d'abord ancrer profondément dans notre droit les bibliothèques. Les dispositions qui les concernent ne représentent aujourd'hui que 5 articles dans le Code du patrimoine, sans même une définition de leur mission, soit 12 fois moins que pour les archives. En réalité, mes chers collègues, il n'y a jamais eu dans notre pays de loi sur les bibliothèques. Telle est la finalité de ma proposition de loi qui constitue pour ces établissements une consécration législative et pour moi l'aboutissement de plusieurs années de travail, de multiples rencontres, ainsi bien sûr de réflexions nourries par mon expérience d'élu à la culture à Rennes et en Bretagne, ainsi que de mes travaux parlementaires. Mon rapport parlementaire de 2015 sur l'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques avait permis la mise en place d'un dispositif de soutien financier de l'État à destination des collectivités territoriales.
Parallèlement, le sujet s'impose dans le débat public, conforté par la mission Orsenna-Corbin en 2018 et par le lancement par le ministère de la Culture d'un plan bibliothèque visant à ouvrir plus et mieux. Ce plan s'accompagnera d'une augmentation de la DGD de 8 millions d'euros, soit un investissement total de 88 millions d'euros. Et puis j'ai présenté en juillet dernier à la Commission de la Culture, avec ma collègue Colette Mélot, un rapport d'information consacré à l'évaluation de cette politique publique en faveur de l'extension des horaires d'ouverture. Donc c'était un rapport très intéressant en tout cas à mener. Car de cette réflexion au long cours est née la certitude qu'il fallait enfin donner un cadre, un statut, des missions, donc un cadre à ces bibliothèques municipales, intercommunales et départementales qui font vivre nos territoires. Il était impératif de fixer plusieurs grands principes qui d'ailleurs ont pu être mis en cause, y compris ces dernières semaines, alors même qu'ils sont au fondement des bibliothèques. Le pluralisme des courants d'idées et d'opinions, l'égalité, la liberté et la gratuité d'accès, la neutralité du service public. Dans la très grande majorité des cas, ils sont déjà pratiqués au quotidien, si bien que les énoncés les renforcent et les confortent. Ils sécurisent aussi juridiquement et peuvent prévenir des dérives que nous avons vues à l'œuvre récemment. Mais avec cette proposition de loi, j'ai également voulu souligner le lien entre les collectivités territoriales et leurs bibliothèques. Je n'ai pas voulu imposer des contraintes supplémentaires, ni des dépenses nouvelles. Nous savons trop, comme élus locaux, qu'il vaut mieux laisser l'initiative au plus proche du terrain et qu'il est préférable que la loi fixe les grands principes, les objectifs, tout en laissant la latitude aux collectivités pour y tendre. Mais je souhaite que les élus s'emparent pleinement du sujet et établissent dans leur cité une véritable politique culturelle et éducative qui fasse rayonner les bibliothèques sur leur territoire. Car comme élus, nous avons tous des témoignages convergents, et la semaine dernière encore en commission, de la capacité remarquable des bibliothécaires à réinventer leur métier et leur passion dans les territoires. Les témoignages de mes collègues étaient vraiment très touchants, car on le sait, les bibliothécaires sont dans une évolution permanente. Elles font preuve, souvent elles, je dis, d'une capacité à s'adapter et à créer, parfois d'ailleurs avec peu de moyens, mais qui doit être saluée. C'est aussi grâce à eux, à elles, que les bibliothèques, et je veux associer à cette idée Éric Orsenna et Noël Corbin, sont des endroits vivants qui ont su accompagner l'évolution des usages avec le numérique, mais aussi inventer, créer et innover. Alors, au-delà des symboles, les bibliothécaires attendaient depuis longtemps l'inscription dans la loi des missions des établissements. Et je veux profiter de cette tribune pour leur témoigner ma reconnaissance, à la fois amicale, mais aussi admirative pour leur travail au quotidien, car leur sens du service public s'accorde parfaitement avec leur mission de service public. Les bibliothèques constituent effectivement le seul service public où vous pouvez venir, en toute liberté, rester toute une journée si vous le voulez, sans que personne ne vienne vous solliciter pour autre chose, peut-être qu'un conseil. Ce sont des lieux de sociabilité, des lieux de croisement de toutes les populations, des lieux d'accueil, de bienveillance et je dirais d'hospitalité. Si j'ai volontairement recherché dans cette proposition de loi le consensus le plus large, il n'en reste pas moins que des sujets essentiels attendent encore d'être traités. Il y a également un chaînage vertueux entre les collectivités territoriales et les bibliothèques à consolider. Cette première lecture, ici au Sénat, constitue pour moi un moment très important. Et je m'adresse à Madame la Ministre car je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre force de conviction. Vous l'avez déjà démontré en m'accordant, et je vous en remercie sincèrement, la procédure accélérée. Mais c'est aussi une première étape qui en appelle au moins 2 autres avant la fin de l'année. Tout d'abord, nous aurons à reparler très prochainement des bibliothèques départementales et assurément de la situation en Outre-mer, probablement dans le cadre de l'examen de la future loi 4D, 3DS, je ne sais plus, mais qui arrive en juillet au Sénat. Ensuite, il nous faudra, mes chers collègues, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, nous assurer tous ensemble de la pérennisation des moyens des bibliothèques qui ont bénéficié ces dernières années de crédits supplémentaires au sein de la DGD, car cet effort ne doit pas rester sans lendemain. Il faut que ces crédits deviennent pérennes, tant les résultats enregistrés, nous l'avons vu dans la mission d'information, dans le rapport avec Colette Mélot, ont été spectaculaires en termes d'adaptation et d'ouverture au public. Voilà, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je ne vais pas utiliser mes 20 minutes car ça n'est pas nécessaire, car mes chers collègues, l'esprit qui m'anime et qui fonde la proposition de loi que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui est celui-là. Je suis sensible aussi à la concomitance de la présentation de ma proposition de loi avec celle de ma collègue Laure Darcos hier
sur l'économie du livre qui a été votée à l'unanimité. Je trouve que c'est une séquence sénatoriale importante que nous traversons autour et en faveur du livre et de la lecture publique. En 2 jours, le Sénat se sera honoré en débattant pleinement de l'ensemble de la chaîne du livre, ce qui témoigne une nouvelle fois de notre engagement, mes chers collègues, sans faille, en faveur de la culture et de toutes celles et tous ceux qui la font vivre. Et à ce titre-là, je vous en remercie très sincèrement. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la présidente, je salue également le président de la commission, Laurent Lafon, madame la rapporteure et auteure du texte, chère Sylvie Robert, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer la politique des bibliothèques, après avoir débattu hier de plusieurs sujets importants pour les acteurs de la chaîne du livre, grâce à la proposition de loi de Laure Darcos. Les 15 000 bibliothèques françaises constituent le premier équipement culturel de notre pays. Près de 13 000 collectivités territoriales, communes, intercommunalités, départements, font vivre ces lieux de culture et d'éducation sur tout le territoire. Elles consacrent chaque année près de 1,7 milliard d'euros à ce service public. Grâce à elles, plus de 85% des Français ont accès à une bibliothèque dans leur commune. L'État prend part à cet effort en faveur des bibliothèques et de la lecture publique. Outre les bibliothèques universitaires, il gère 2 bibliothèques nationales que sont la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information. Il accompagne aussi les collectivités territoriales pour moderniser leurs bibliothèques et maintenir la vitalité de la lecture publique. Le partenariat noué entre les collectivités territoriales et l'État autour des bibliothèques est remarquable et ce quinquennat restera comme un moment particulièrement fort de cette relation. Sur la base du diagnostic posé par Éric Orsenna, vous y faisiez allusion, madame la rapporteure, en 2018, les collectivités territoriales et l'État ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, pour diversifier leurs missions, pour accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan pour les bibliothèques qui en est issu, l'État a accru les moyens alloués aux collectivités au travers de la dotation générale de décentralisation, du plan de relance et d'une politique de contractualisation renforcée. Une vraie dynamique est née et j'espère qu'elle se poursuivra. Les résultats sont là. Entre 2016 et aujourd'hui, les horaires ont augmenté de 8h30 par semaine dans les 710 communes dont la médiatique a étendu ses horaires. Plus de 11,3 millions de Français peuvent ainsi bénéficier d'un service accru, notamment dans les territoires les plus fragiles. Les bibliothèques ont été parmi les seuls établissements culturels à rester largement ouverts durant la crise sanitaire, puisqu'ils n'ont interrompu leur service que quelques semaines au printemps et à l'automne 2020, lors des premiers et deuxièmes confinements. Ce moment bibliothèque trouve aujourd'hui sa concrétisation sur le plan législatif grâce à votre initiative, madame la sénatrice Sylvie Robert. Je salue votre engagement sans faille en faveur des bibliothèques, puisque vous aviez déjà œuvré à la création en 2016 du dispositif de soutien à l'extension de leurs horaires d'ouverture. Vous l'avez rappelé, le secteur des bibliothèques n'échappe pas au droit, mais vous avez relevé la faiblesse de la présence des bibliothèques dans notre corpus législatif. Oui, c'est vrai, le Code du patrimoine accorde 60 articles de loi aux archives, 30 aux musées et 5 aux bibliothèques. La pauvreté relative de ce cadre législatif a suscité depuis des décennies nombre de débats parmi les professionnels sur la nécessité ou non d'une loi sur les bibliothèques. Elle a conduit à plusieurs tentatives de légiférer qui n'ont pas abouti. Je crois qu'est venu aujourd'hui le moment de faire pleinement entrer les bibliothèques dans le droit avec un texte qui, à mes yeux, présente au moins 4 avancées. Premier mérite du texte, il est fondamental de rappeler que les missions culturelles, éducatives, sociales ou ludiques des bibliothèques s'inscrivent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de neutralité du service public. Je crois que la période nous invite à cette exigence.
Plus que jamais, les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure comme de toute pression politique, religieuse ou sociale. Leurs collections doivent refléter la diversité des opinions. Deuxième mérite, les bibliothèques doivent rester accessibles à tous librement et gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l'une des conditions cardinales du succès des bibliothèques. Troisième mérite, la loi accompagne la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales. Enfin, ces avancées prennent la forme d'un texte concis et ramassé. Il est de nature, j'en suis convaincu, à faire l'objet d'un consensus à l'image de celui qui existe autour du rôle des bibliothèques, si cher à nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement soutient sans réserve l'esprit et la lettre de la proposition de loi de Sylvie Robert relative aux bibliothèques, ce carrefour de tous les rêves de l'humanité, disait Julien Green, et au développement de la lecture publique, et vous pouvez compter sur mon engagement pour permettre rapidement la poursuite du processus législatif de ce texte. Vous voilà rassurée, chère Sylvie Robert. Merci à tous et à toutes. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à présent à Madame Monique de Marco du groupe des écologistes. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, notre pays compte aujourd'hui plus de 16 500 bibliothèques. Le réseau de lecture publique s'est considérablement développé grâce à la décentralisation. Elles ont élargi leur champ de compétences, proposant des plateformes en ligne de consultation. Outre le livre qui reste leur cœur d'activité, les bibliothèques et médiathèques sont des portes ouvertes sur de nombreuses expressions culturelles, musique, cinéma, arts visuels, contes, photographie. Ce sont des lieux d'échange et de rencontres, mais aussi des lieux d'utilité sociale, inclusifs et solidaires. Mais dans le même temps, le cadre juridique dans lequel les bibliothèques territoriales s'inscrivent est insuffisant. Même s'il existe un ensemble de textes réglementaires, de jurisprudence, il n'existe aucun texte de loi établissant une définition claire et précisant le rôle de ces temples de l'information. Elles sont notamment absentes du Code du patrimoine, où aucune mention n'est faite. Seule la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information sont placées sous la tutelle directe du ministère de la Culture et disposent d'une législation propre. Les agents de bibliothèque attendaient avec impatience une évolution de notre corpus juridique et la reconnaissance du travail qu'ils font au quotidien. Ce sont grâce à eux que nos bibliothèques ont su innover, se réinventer, dans le but de sauvegarder cette richesse qu'est la lecture publique. Je remercie donc ma collègue Sylvie Robert, autrice et rapporteure de ce texte, qui participe au développement de l'accès à la culture en France. Cette proposition de loi réaffirme également 3 grands principes essentiels. La liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales sur tout le territoire français, le principe de la gratuité d'accès aux collections et documents présents dans les bibliothèques territoriales, et enfin le pluralisme des collections, afin de respecter les opinions de chacune et de chacun et de réaffirmer la neutralité de nos services publics. Mentionné à l'article 5, ce principe s'inspire du manifeste de l'UNESCO qui rappelle « Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme quelconque de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à des pressions commerciales ». Je salue la volonté de l'article 12, voulant limiter la destruction intempestive de milliers de livres chaque année après désherbage, en donnant la possibilité aux bibliothèques territoriales de céder des livres à des associations caritatives. Cet article pose les bases légales à un principe que je défendrai toujours, ne jamais détruire un livre. C'est d'ailleurs pour renforcer ce principe et ouvrir le débat sur les dons que nous avons déposé 2 amendements. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, trop peu d'associations ont les moyens d'organiser un plan de redistribution à grande échelle. Des livres et documents font encore face au risque d'être détruits après désherbage.
De ce fait, certaines bibliothèques font d'ores et déjà cession de documents à des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou à des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires comme Emmaüs. Je tiens à saluer le travail de nos collectivités qui doivent faire toujours mieux avec encore moins de moyens financiers. La lecture publique n'y fait pas exception. Nous espérons que le projet de loi 4D renommé 3DS, qui prévoit le transfert de certaines compétences aux collectivités locales, sera l'occasion de développer la responsabilité de nos départements et d'accroître leurs moyens dans le développement de la lecture publique. Cette proposition de loi répond aux enjeux et aux problématiques qui s'imposent à la lecture publique et aux bibliothèques. Elle fait le pas vers une bibliothèque inclusive, gratuite et informée dans le choix de ses collections. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera chaleureusement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Julien Bargeton du groupe RDPI pour 4 minutes. Madame la ministre, madame la rapporteure et autrice de la proposition de loi, monsieur le président, chers collègues, évidemment, notre groupe s'associe aux félicitations et votera ce texte. Les bibliothèques, c'est le premier équipement culturel de France. 16 500 établissements et 12 millions d'usagers. C'est donc le premier équipement en matière de culture. Le rapport qui a été cité de messieurs Éric Orsena et Noël Corbin de 2018 montrait que 40% des Français fréquentaient une bibliothèque dans l'année, mais que seuls 50% d'entre eux y empruntaient un livre. Ce qui montre d'ailleurs la diversification des activités des bibliothèques. Depuis longtemps, moi je me souviens avoir fréquenté dans ma jeunesse la bibliothèque Fédherbe dans le 11e arrondissement pour écouter des contes. Et c'est ce qui permet l'accès aux livres d'ailleurs, puisqu'il y avait, comme dans beaucoup de bibliothèques encore aujourd'hui en France, des contes qui étaient lus pour finalement faire accéder aux livres les jeunes enfants. Et aujourd'hui, on va y chercher parfois un accueil, du café, le Wi-Fi, etc., des lectures publiques. Bref, c'est un lieu indispensable. Il y a une extraordinaire adhésion des Français à leur bibliothèque, mais il n'y avait rien qui encadrait. Et ce texte est très bienvenu. Il n'y avait pas de loi cadre, pas de définition non plus, et 3 acteurs décentralisés qui sont impliqués, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, sans que leur rôle soit précisé. Demain, d'ailleurs, peut-être, faudra-t-il aller plus loin et notamment inscrire comme compétence obligatoire des départements le sujet des bibliothèques départementales. Il y a donc un consensus qui a émergé et je remercie le gouvernement d'avoir décidé la procédure accélérée sur ce texte, la commission de l'avoir voté à l'unanimité. Et ce consensus, d'ailleurs, rejoint celui d'hier à propos des librairies indépendantes. Je n'y vois pas une coïncidence de date, mais bien que le livre rassemble. Et si le livre rassemble, c'est parce que les bibliothèques, ce sont le lieu du lien entre les personnes, entre les gens, et puis le lien entre passé et présent, et aussi l'avenir. Je voudrais ici citer un passage de la recherche de Proust. C'est grâce, il parle un moment de l'oubli, de la mémoire, c'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes. Au grand jour de la mémoire habituelle, les images du passé pâlissent peu à peu, s'effacent, il ne reste plus rien d'elles, nous ne les retrouverons plus, ou plutôt, nous ne les retrouverons plus si quelques mots n'avaient été soigneusement enfermés dans l'oubli, de même qu'on dépose à la bibliothèque un exemplaire d'un livre qui, sans cela, risquerait de devenir introuvable. Nos bibliothèques publiques sont donc bien les gardiennes de la mémoire, mais aussi le lieu du lien aujourd'hui. Elles ont un rôle patrimonial et elles ont un rôle dans l'actualité. Ce sont à la fois des lieux de vie, des lieux d'échange et des lieux de mémoire. C'est en cela qu'elles sont extrêmement importantes. Cette proposition de loi acte intelligemment de l'évolution de leurs usages et accompagne leur mutation. C'est pourquoi nous la voterons et je finirai en citant évidemment, parce que ça a été déjà le cas, Umberto Eco, comment ne pas le citer, Le nom de la rose, où le personnage est la bibliothèque, avec ce fameux bibliothécaire aveugle. Nous sommes dans un monastère, mais c'est bien une bibliothèque dont il s'agit, une abbaye. Et ce bibliothécaire aveugle, qui s'appelle Roré de Burgos, est en réalité une allusion à Borges, dans le nom d'ailleurs. Et voilà ce qu'écrit Umberto Eco. « La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge, trompeuse
comme le mensonge qu'elle conserve. Il peut y avoir quelques mensonges dans la bibliothèque. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un labyrinthe terrestre. Madame la rapporteure, rentrons dans le labyrinthe pour mieux en sortir. Merci beaucoup. Merci. Chers collègues, la parole est à présent à Monsieur Bernard Fialaire du groupe RDSE pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le président de la commission, mes chers collègues, pour Gaston Bachelard, le paradis, à n'en pas douter, n'est qu'une immense bibliothèque. En bon radical, comprendrez que si j'aspire au paradis, c'est sur terre que je veux y accéder. Aussi, je m'inscris dans cette pensée qui témoigne de la valeur civilisatrice et essentielle dans nos vies de tels lieux culturels. La France, terre de littérature, bénéficie d'une large couverture de bibliothèques sur tout son territoire, permettant un surcroît de fréquentation au sein de ces lieux culturels clés. Ainsi, 89% de la population française a accès à un lieu de lecture dans sa commune et plus de 27 millions de Français fréquentent ces équipements culturels en grande partie grâce à la diversification de leurs activités. Les bibliothèques s'ancrent de plus en plus au cœur de la cité, participent activement aux politiques publiques de lutte contre l'illettrisme ou la fracture numérique. Sur la base du rapport Orsenna-Corbin, dont on a parlé, le gouvernement avait déjà entendu adopter et étendre les horaires des bibliothèques publiques afin d'en faire un troisième lieu entre le travail et la maison. Les bibliothèques sont un pôle d'échange et de sociabilité au cœur des activités quotidiennes des citoyens. Mais au-delà de la seule problématique des horaires, il était temps que le législateur saisisse davantage cet enjeu primordial pour le tissu culturel avec plus de 16 000 établissements. En effet, et à la différence des autres domaines patrimoniaux, les bibliothèques n'ont jamais fait l'objet d'une loi cadre. L'article 1er apporte une définition bienvenue des missions de service public de la bibliothèque, parmi lesquelles la conservation et la communication des œuvres, qu'il s'agisse de livres, de CD ou de DVD par exemple, mais aussi la contribution au progrès de la connaissance et de la recherche à destination du public. La présente proposition de loi inscrit les principes de liberté et de gratuité d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, on ne paye pas de droit d'entrée au paradis, et consacre le pluralisme et le renouvellement des collections. Enfin, la proposition de loi conforte les bibliothèques départementales dans leur rôle d'assistance et de soutien à celles des communes et des EPCC. Dans le respect de la libre administration des collectivités, l'auteur de la proposition de loi a utilement tracé un cadre moins contraignant et plus respectueux des compétences locales. C'est ainsi que l'article 7 charge les bibliothèques d'établir les orientations générales de leur politique documentaire, orientation que l'Assemblée délibérante serait incitée à débattre. Enfin, la loi étend le bénéfice du concours particulier bibliothèque au sein de la dotation générale de décentralisation à l'ensemble des EPCI, des groupements de collectivités et des GIP, et non plus seulement aux communes. Cet accroissement du soutien financier de l'État favorisera inévitablement le développement de la lecture publique dans tous les territoires. Pour toutes ces raisons, je voterai avec le groupe, avec enthousiasme, cette indispensable proposition de loi améliorée par le travail en commission. Et vous remercie, Madame l'autrice. Merci, chers collègues. Je passe la parole à présent à Monsieur Jérémy Bacci du groupe communiste. Bonsoir. Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Ces mots, je les tiens de Joseph Addison, l'intellectuel anglais qui s'opposait à la monarchie absolue britannique. Car en effet, c'est bien en accédant à la connaissance, notamment par la lecture, qu'on se construit une âme de citoyen. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le premier réflexe d'un régime autoritaire est systématiquement de s'attaquer aux livres et à leur accès. C'est vrai dans les anciens régimes, ça l'est encore, malheureusement, aujourd'hui. En ça, les bibliothèques publiques sont la cheville ouvrière de cette politique de la connaissance. Elles sont celles qui, pour tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, participent à la démocratisation de la démocratie, pour reprendre les termes d'Étienne Balibar.
Mais cette mission civique fait porter sur les épaules des bibliothèques de lourdes responsabilités. La première, c'est celle de l'accès aux bâtiments, oui, mais aussi à leurs trésors. C'est dans cette optique qu'il est essentiel de valoriser les très nombreuses actions des bibliothèques pour, d'une part, attirer des personnes qui se sentent illégitimes ou qui se sentiraient illégitimes ou pas assez dotées à les fréquenter, et d'autre part, faire de la médiation culturelle. À ce titre, les actions d'accueil des publics scolaires, comme cela se fait dans de nombreuses villes, notamment à Marseille, participent pleinement à la formation citoyenne des enfants. La seconde, c'est celle de garantir des contenus divers et pluralistes. On l'a vu récemment dans certaines villes, la tentation est grande pour des majorités municipales de restreindre les contenus bibliothécaires à ce qui va dans leur sens. Nous devons lutter contre cette tentation qui restreint le champ des possibles et contribue à assécher le débat démocratique. Alors que l'uniformisation des modes de pensée guette, le service public bibliothécaire a une responsabilité toute particulière. Nous devons donc l'en préserver et lui donner les moyens d'exercer sa mission. Mais les bibliothèques sont aujourd'hui bien plus que des bâtiments, je le disais, de notre temps, comme certains seraient tentés de le faire croire. L'arrivée massive des nouvelles œuvres culturelles au sein des bibliothèques doit être accompagnée et encouragée. Musique et films sont autant de contenus qui, d'une part, attirent les jeunes et, d'autre part, les forment intellectuellement. De la même manière, il est malheureux que certaines communes fassent le choix de couper leur abonnement à des journaux alors même que les bibliothèques sont des lieux pour s'informer, notamment pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de s'abonner à un journal. Cette proposition de loi doit donner les outils nécessaires aux bibliothécaires pour se protéger de ces manœuvres qui vont à l'encontre de l'essence même des bibliothèques, à savoir donner aux citoyennes et aux citoyens la possibilité de se construire un rapport au monde qui lui soit propre et lui donner les moyens de faire des choix éclairés. Enfin, on ne peut pas parler des bibliothèques sans évoquer l'espace de vie qu'elles constituent. Expositions, conférences, rencontres, initiatives d'aide à l'exercice des droits, accès à Internet, ces maisons du savoir permettent aux citoyens, parfois isolés, de s'intégrer à la communauté. Accès à la connaissance et au divertissement, émancipation, construction citoyenne et intégration sociale, ce n'est pas un autre but que poursuivait la Révolution en nationalisant les bibliothèques ecclésiastiques, puis en constituant les collections publiques dès 1790. Si, comme le pensait la romancière Mary Higgins Clark, les bibliothèques sont un chemin vers le futur, l'absence de loi cadre les reconnaissant est une erreur que nous allons réparer, et je tenais à en remercier notre collègue Sylvie Robert. Chose que nous pourrons faire dès à présent grâce à cette proposition que notre groupe soutiendra sans aucune réserve. Merci. Merci, chers collègues. J'invite maintenant Pierre-Antoine Lévy du groupe Union Centriste à prendre la parole pour 4 minutes, chers collègues. 3 minutes même, pardon. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, auteure de cette proposition de loi, chère Sylvie Robert, monsieur le président de la commission de la culture, mes chers collègues. En politique, il faut apprécier les concerts de louanges, les grandes messes œcuméniques, les moments où tout le monde est d'accord, tant ils sont rares. L'examen de la présente proposition de loi en est un. Car oui, s'il y a bien une chose que la crise de la Covid-19 nous a enseignée, c'est notre besoin collectif de culture. Ces mois de fermeture de l'ensemble des lieux culturels ont été particulièrement difficiles pour bien des Français. Je me félicite donc que la proposition de loi de notre collègue Sylvie Robert arrive au moment opportun, à l'heure où nous pouvons enfin retrouver nos espaces de culture qui font vivre nos villes, nos villages et nos territoires. S'il faut apprécier ces moments, c'est aussi en les prenant avec lucidité. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de quelques principes auxquels nul ne pourrait trouver à quoi que ce soit à redire. Qui est contre les bibliothèques ? Qui pourrait défendre l'idée que leur accès doit cesser d'être libre ou devrait devenir payant ? Quelle collectivité prendrait cette décision politiquement suicidaire ? Seuls les partisans d'une taxe sur l'air que l'on respire pourraient s'opposer à de tels principes. Fallait donc une loi pour ça ? Je me pose simplement la question. Ce texte contribue peut-être à de l'inflation législative, mais je reconnais dans le travail de Sylvie Robert une consécration des bibliothèques en gravant dans le marbre certains principes généraux consensuels qui pourraient avoir cependant quelques conséquences qui le sont moins. L'article 5 en particulier m'est cher, parce qu'il énonce le principe de la pluralité idéologique dans un contexte où la pensée décoloniale et la cancel culture sont tentées de faire disparaître tous les ouvrages qui ne correspondent pas à leur position.
La liberté d'expression n'est pas négociable. C'est pourquoi j'adhère pleinement à cet article, mais il faut bien comprendre que, ce faisant, ce sont les opinions les moins consensuelles que l'on défend. Je m'interroge d'ailleurs sur l'articulation entre cet article et l'article 7, qui prévoit que les bibliothèques présentent leurs orientations de politique documentaire aux assemblées locales. L'ingérence de la politique municipale dans la politique documentaire des bibliothèques est-elle une bonne chose? Ne risque-t-on pas de basculer dans une politisation trop poussée des lieux de lecture? Par-delà les dispositions concrètes du présent texte, il nous donne l'occasion de nous interroger sur l'avenir des bibliothèques. Elles se sont déjà énormément modernisées pour devenir des espaces multimédia, des zones de coworking, des terres-lieux de respiration sociale. C'est ce mouvement qu'il nous faut accompagner dans nos collectivités, et cela ne passera pas forcément par la loi. Au vu de ces éléments, vous aurez compris, mes chers collègues, que le groupe de l'Union centriste votera très favorablement et avec grand plaisir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Elsa Schalk du groupe Les Républicains pour 8 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président, mes chers collègues, la richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable. Ils sont source de savoir, de connaissances et peut-être plus que tout source de liberté, d'émancipation et de créativité. Ils sont à l'honneur depuis 2 jours au Sénat grâce à l'étude de 2 textes importants pour lesquels je tiens à remercier les collègues pour leur travail et leur engagement depuis des années afin que ces propositions de loi voit le jour. Hier, nous votions à l'unanimité le texte de Laure Darcos, mettant en avant la filière professionnelle du livre et nos librairies, si importantes à la vie culturelle de nos communes. Aujourd'hui, nous examinons le texte initié par Sylvie Robert, relatif aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Cette proposition de loi répond à une réelle attente. Nous avons pu le constater lors des auditions, et son accueil très positif s'explique par le fait qu'elle vient combler plusieurs lacunes et acter les mutations qu'ont connues ces lieux de culture indispensables. 76% des Français estiment que les bibliothèques sont utiles à tous et 20% de la population considèrent les bibliothèques comme un équipement indispensable. Cette proposition de loi adapte les dispositions existantes au paysage territorial autour de 3 grands principes qu'il était important de consacrer afin de donner un cadre législatif précis et ambitieux aux bibliothèques, tout en respectant la libre administration des collectivités. Ces principes ont été rappelés, c'est la liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, la gratuité de l'accès aux espaces publics et la gratuité de la consultation sur place, mais également le pluralisme des collections, afin notamment d'éviter toute censure. Les enjeux auxquels ce texte répond avaient déjà été mis en évidence dans votre rapport de 2015, Madame la rapporteure, ainsi que dans le rapport hors Sénat de 2018. Dans notre pays, des lois existent sur les musées, sur les archives par exemple, mais jamais, jusqu'à ce jour, il n'y avait eu de loi cadre sur les bibliothèques. Pour la première fois donc, ce texte donne une définition de ce qu'est une bibliothèque à travers son article 1er. En cela, il vient consacrer les bibliothèques en tant que premier équipement culturel en France. Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d'un égal accès pour tous à l'apprentissage, mais également à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. La lutte contre l'illettrisme, l'ouverture sur le monde, l'exercice de la citoyenneté, le développement de l'esprit critique, mais également l'épanouissement de l'individu. 70% des communes de plus de 2000 habitants ont une bibliothèque et nous voyons de plus en plus de projets de boîtes à livres notamment émerger dans les petites communes. En France, on compte 16 500 équipements de lecture publique, soit autant que de points postaux. Les missions des bibliothèques départementales sont elles aussi définies dans ce texte à l'article 9 afin de confirmer leur rôle essentiel et nécessaire de soutien, mais également de coordination et d'ingénierie dans le développement de la lecture publique, notamment dans les zones rurales. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je prends pour exemple la bibliothèque d'Alsace, créée dès 1946, dont le bon fonctionnement et l'engouement qu'elle suscite témoignent de la forte utilité de ces bibliothèques départementales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans le réseau des bibliothèques d'Alsace, puisque ce ne sont pas moins de 6 sites
700 000 ouvrages mis à la disposition des 288 bibliothèques, 60 services proposés et plus de 3 000 bénévoles qui y sont investis. Aujourd'hui, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s'adressent à toute la population, petits et grands. En évolution permanente, elles ont su rebondir et se transformer pour relever les défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'études, elles ont de plus en plus une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socio-professionnels. Les enjeux d'une bibliothèque publique en 2021 sont nombreux et multiples, notamment un enjeu très fort des ressources numériques et de la médiation culturelle, ainsi que l'éducation aux médias, qui est une thématique qui se développe très fortement. Mais plus généralement, d'autres enjeux sont inhérents aux bibliothèques publiques, les enjeux socio-économiques. Les bibliothèques luttent contre la fracture numérique et développent l'engagement citoyen par le bénévolat. Elles offrent des services diversifiés. Le livre constitue, par exemple, un outil de culture comme lien entre les parents et les enfants. Également, les enjeux éducatifs. 15% des enfants n'ont malheureusement pas de livre chez eux et la pratique culturelle de la lecture contribue, là aussi, à la formation de l'individu. Les bibliothèques ont développé de nombreux partenariats et projets avec les écoles, avec la sphère éducative, et ce, pour encourager l'apprentissage et les joies de la lecture dès la maternelle. Également, les enjeux culturels, avec des contenus multimédia sélectionnés, renouvelés, valorisés, ainsi que des animations proposées ponctuellement et une offre de proximité structurée du point lecture jusqu'à la médiathèque. Enfin, enjeu de développement local, les bibliothèques sont un partenaire central pour beaucoup de champs de politique publique et un vecteur d'attractivité de nos territoires. Véritable service public de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés. Inscrire les bibliothèques dans la loi, c'est également reconnaître le rôle de l'ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger. Bibliothécaires, bénévoles, étudiants, dont le travail et l'engagement au service des autres sont à saluer. Cette proposition de loi, à vertu incitative, permet ainsi d'acter ces mutations et l'évolution des missions des bibliothèques pour permettre un meilleur accès à la culture et au savoir. Je tiens pour finir à remercier une nouvelle fois l'investissement et l'engagement de notre collègue Sylvie Robert afin de consacrer ce sujet ô combien important pour notre territoire à un niveau législatif. Pour toutes ces raisons, et vous l'aurez bien compris, notre groupe votera avec enthousiasme pour ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Joël Guerriau du groupe Les Indépendants. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Depuis André Malraux, la politique culturelle de la France a pour premier objectif l'accessibilité des œuvres au plus grand nombre et l'encouragement de la création. L'accès à la culture au sens large est l'une des principales vocations des bibliothèques. Cette proposition de loi s'intéresse plus spécifiquement aux bibliothèques des collectivités territoriales et représente la première initiative visant à instaurer un cadre juridique pour ces lieux de culture indispensables à la vie locale. La France, ça a été rappelé, compte 16 500 lieux de lecture publique, accueillant près de 27 millions de lecteurs chaque année. Relais de culture, mais aussi de lien social. Leurs missions et leurs actions s'inscrivent pleinement dans les grands enjeux contemporains. 7% des Français sont encore en situation d'illettrisme, soit 2,5 millions de personnes, et 20% des Français seraient concernés par l'illectronisme. Si les bibliothèques représentent un levier contre l'analphabétisme, elles contribuent aussi à combler la fracture numérique territoriale et générationnelle et offrent désormais des services étendus de l'éducation artistique à la maîtrise des outils numériques. Dans les milieux ruraux et les banlieues, les bibliothèques sont de précieux relais de l'État sur le territoire et remplissent des missions aussi diverses qu'essentielles pour un public souvent isolé socialement. Aide aux démarches administratives, accueil des migrants, accompagnement des personnes âgées dépendantes,
des détenus ou encore des personnes marginalisées. Aussi, ces lieux de culture sont aussi des lieux d'intégration participant pleinement à la réparation du lien social. Cette proposition de loi fixe les grands principes qui régissent les missions et l'organisation des bibliothèques de nos collectivités et favorise le développement de la politique de lecture publique. Cependant, nous devons être attentifs à ne pas fixer un cadre trop contraignant pour les élus locaux, en particulier concernant leur liberté d'organisation et de gestion de ces lieux de culture. En effet, il faut analyser le principe de liberté d'accès fixé à l'article 2 avec précaution. Les collectivités doivent pouvoir organiser le fonctionnement des bibliothèques, notamment en matière de réservation des plages horaires pour des publics particuliers, de fixation de jauges de fréquentation ou encore de respect de la tranquillité des lieux. D'autre part, l'article 3 consacre le principe de gratuité d'accès aux bibliothèques des communes et intercommunalités. Je suis favorable sur le principe de la gratuité de la consultation sur place, mais je considère que la mairie doit pouvoir conditionner l'emprunt de livres à une inscription ou un abonnement si elle le souhaite. En effet, les collectivités locales financent leurs bibliothèques et médiathèques. Il appartient donc aux élus locaux d'adapter les conditions d'accès et les grilles de tarification de l'emprunt de livres, mais ceci n'est pas contradictoire avec cette proposition de loi. Je tenais simplement à le rappeler. Ce texte présente donc des avancées que nous approuvons, et pour autant, d'autres progrès sont envisagés. Et je pense en particulier à l'encouragement à la création. En effet, je voudrais vous attirer votre attention, il convient de souligner, Madame la Ministre, que 15% des auteurs professionnels en France perçoivent moins de 400 € par mois. Or, lorsque la création d'un artiste dans le domaine musical est diffusée dans un cadre public, la SACEM impose à la collectivité de verser des droits d'auteur. Pourquoi les livres empruntés dans le cadre de bibliothèques ne font pas l'objet d'un comptage par auteur ? Il faut 2 ans pour réaliser une bande dessinée. Il serait logique que ces derniers auteurs perçoivent, ainsi que les éditeurs, une juste rémunération d'un travail qui est très souvent fastidieux et permettant donc ainsi d'encourager la création. Je rappelle que ces auteurs, pour beaucoup d'entre eux, vivent dans des conditions très difficiles et je pense que c'est un sujet qu'il faudra tôt ou tard traiter. Cette proposition de loi est une excellente initiative, présente, comme je l'ai dit, de nombreuses avancées. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants l'approuve et votera ce texte. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur David Assouline du groupe socialiste. Vous avez la parole pour 6 minutes. Merci, madame. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, Marcel Proust disait que la lecture est une amitié. Cette amitié, plus de 6 millions de Français l'ont avec leur bibliothèque et par la bibliothèque pour la lecture, en étant inscrits à l'une d'entre elles et en ayant emprunté 247 millions de livres en 2019. Avec plus de 16 000 bibliothèques en France, elle est le lieu culturel de référence pour les Français de par sa présence sur l'ensemble du territoire. Ce service public est essentiel, il est nécessaire de le valoriser et de le renforcer, et il méritait une loi cadre. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, même si nous sommes peu nombreux, si peu en parlent, c'est un acte historique, puisque ça n'a jamais été fait. Et s'il y a un parlementaire, en l'occurrence une parlementaire qui méritait d'associer son nom à cette initiative historique, c'est Sylvie Robert qui, depuis de longues années, est engagée dans ce travail. Cet espace arrive dans nos quotidiens dès le plus jeune âge, à l'école. Il deviendra ensuite le parcours, un rendez-vous régulier pour les enfants, souvent avec une documentaliste ou un documentaliste passionné qui leur inculquera une base solide pour comprendre le fonctionnement d'une bibliothèque et y découvrir le plaisir de la lecture. Celle-ci sera présente aussi tout au long du parcours scolaire, de primaire à l'université. Elle accompagne l'élève dans son apprentissage, mais également dans ses loisirs et sa citoyenneté. Lieu convivial d'échange, lieu de culture et évidemment de lecture, la bibliothèque est un espace où les barrières générationnelles et sociales disparaissent pour laisser un plaisir commun,
la rencontre, le partage et la découverte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est fondamental que ce lieu soit accessible à toutes et à tous, et ce gratuitement pour qu'il soit le plus ouvert possible. Je veux aussi saluer le travail formidable réalisé par toutes ces bibliothécaires, archivistes, documentalistes, passionnés, qui ont tant de plaisir à recommander des livres selon les envies de chacune et chacun et proposer une sélection d'œuvres de qualité. Les agents travaillant en bibliothèque ont un rôle fondamental. Nous nous devons de les soutenir et de les protéger pour offrir un service public de qualité. Les bibliothèques ont été délaissées assez longtemps, tout comme pour les autres services publics. Les pratiques, les missions et les besoins changent et il est nécessaire de s'y adapter. Trop peu de lois ont été discutées pour moderniser ou valoriser cet acteur de la culture. Et aujourd'hui, il y a cette initiative qui vient réparer aussi cet oubli ou ce peu d'intérêt manifesté par le législateur. Je pense notamment à l'adaptation et à l'extension des horaires d'ouverture au public qui permet l'accès à ce service public au plus grand nombre. Un effort non négligeable a été également réalisé pour soutenir le développement de missions davantage méconnues pour les Français par les agents des bibliothèques. Vous l'aurez compris, les travaux menés sur les bibliothèques et la lecture publique ne sont pas restés lettre morte, ils ont trouvé une concrétisation et des évolutions qui nécessitaient toutefois d'être précisées, affermies, et c'est bien l'objectif principal de cette loi que l'on doit saluer. Tout d'abord, les principes de gratuité et de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans la loi sont fondamentales dans un pays démocratique comme le nôtre. La bibliothèque est une des pierres angulaires de la démocratisation et de l'accès à la culture pour tous. C'est également une des premières rencontres avec la lecture pour beaucoup de Français et il est essentiel d'inscrire dans la loi ces principes comme immuables. Nous devons nous battre pour prohiber tout développement de pratiques qui viseraient à le restreindre ou à le rendre payant. Le pluralisme également est un élément précisé dans la loi. Et à l'heure actuelle, et dans ce monde tel qu'il va, ce pluralisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue, à l'heure notamment de l'uniformisation des grandes plateformes, des descentes verticales de même contenu, sans choix possible, dans cette diversité qui fait la richesse de la culture et de l'éducation. Les bibliothèques aussi favorisent l'exercice de la liberté, de l'esprit critique, ça a été rappelé, et dans la situation que nous rappelle l'actualité de façon brutale tous les jours, où on est devant des vérités alternatives, des thèses complotistes, des religieux extrémistes qui veulent endoctriner et d'autres extrémismes idéologiques. L'esprit critique, se former à la liberté, à la raison, trouve son support premier, et je n'en ai pas encore trouvé d'autres meilleurs, dans la lecture, dans le livre, et c'est aussi une des raisons essentielles de cette loi. Je ne vais pas décliner ce que tout le monde a bien décliné ici, puisque c'est une loi consensuelle. Je veux finir en disant que les Français sont attachés à ce service public. Nous devons lui donner les moyens de ses ambitions afin de lui permettre le rayonnement qu'il mérite. C'est pourquoi notre groupe, bien entendu, soutiendra cette proposition de loi de notre collègue Sylvie Robert avec enthousiasme. Merci, chers collègues, de votre enthousiasme. J'appelle maintenant Monsieur Philippe Folliot du groupe Union centriste pour 3 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Il est des inventions, il est des techniques qui changent le monde. Nous allons bientôt fêter les plus de 450 ans, 470 ans qu'une invention technique, l'imprimerie, a bouleversé le monde. Parce qu'elle a permis la diffusion de la connaissance, elle a permis la démocratisation de la connaissance.
Les Lumières sont, à certains égards, les enfants de cette évolution technique. Et à l'heure où nous vivons d'autres révolutions techniques, dont peut-être à l'avenir on nous démontrera qu'elles sont ou qu'elles auront été aussi importantes que celles de l'imprimerie. Nous avons la numérisation qui aujourd'hui envahit notre quotidien, mais surtout l'intelligence artificielle qui va bouleverser bien des choses, bien des domaines, bien des secteurs. Et par rapport à cela, finalement, la question qui pourrait être posée, c'est de dire, est-ce que le livre a de l'avenir? Est-ce que les bibliothèques ont de l'avenir? À cette question, je réponds, comme chacune et chacun d'entre nous, oui. Parce que c'est un socle, et c'est sur ce socle que l'on pourra construire le reste. Et à partir de là, je pense que nous avons un devoir, un intérêt. Je remercie notre collègue Sylvie Robert pour cette proposition de loi qui est fort utile et, comme cela a été dit par bien des orateurs, va apporter un socle juridique essentiel, j'allais dire, pour les bibliothèques. Je suis, à titre personnel, président d'une association qui a inventé un mode un petit peu original et atypique en ouvrant il y a une dizaine d'années la première bibliothèque restaurant de France et qui fonctionne sans aucune subvention de collectivité territoriale et qui a permis de faire de telle sorte que nous avons créé une forme de tiers-lieu de culture accessible à tout le monde, avec bibliothèque, faisant des conférences, des concerts, il y a une galerie d'art, c'est même une petite maison d'édition associative, la Biblioteco, qui veut dire bibliothèque en occitan, et je crois que c'est un élément important que d'essayer finalement de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir ce socle juridique au travers de cette proposition de loi et cette capacité d'innovation et d'invention. Julien Green disait une bibliothèque, c'est le carrefour de toutes les humanités. Et je crois que ce que nous pouvons espérer au travers de cette proposition de loi, Madame le rapporteur, c'est que finalement les bibliothèques puissent rester encore très longtemps ces carrefours d'humanité qui sont si chers et si importants pour notre avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je mets tout d'abord aux voix l'article 1er qui est pour, contre, abstention. Il est adopté. L'article 2 avec une prise de parole de Jean-Claude Tissot. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à saluer l'engagement et le travail de notre collègue sénatrice Sylvie Robert sur cette proposition de loi qui vient enfin définir, ça a été dit plusieurs fois, précisément les missions des bibliothèques publiques, tout en les accompagnant vers un développement futur. Ce texte, unanimement salué par les principales associations de bibliothécaires, porte, dès son article 2, une notion majeure en inscrivant le principe de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans la loi. N'oublions pas ce rôle d'inclusion sociale qu'ont les bibliothèques dès le plus jeune âge dans tous les territoires, ruraux comme urbains. Ainsi, définir la liberté d'accès, accompagnée par la gratuité d'accès, l'article 3, c'est réellement permettre une égale accessibilité à tous pour ces lieux de culture et de savoir. L'inclusion sociale est une des missions quotidiennes des bibliothécaires. Conseiller un livre, accompagner un élève dans ses recherches, aider à écrire un courriel ou à se connecter à un site de service public, mais aussi accueillir et travailler avec les écoles, participer à des programmes auprès des publics dits éloignés de la culture, en partenariat avec les centres sociaux, les prisons, les hôpitaux. Oui, les bibliothèques participent activement aux politiques d'inclusion sociale et de cohésion au sein de notre pays et au sein de notre République. Mais malgré l'importance de ces équipements culturels, permettez-moi juste une remarque très actuelle. Nous pouvons regretter la non prise en compte des bibliothécaires dans les publics prioritaires à la vaccination au mois de mai dernier. Voilà, c'est juste un élément peut-être dissonant, mais en tout cas, je souhaitais le dire. Cette proposition de loi, bien sûr, débattue aujourd'hui dans la Chambre d'hôtes, est donc la bienvenue dans ce secteur. Et fort de ces principes défendus dans cette proposition de loi, je peux, mais j'imagine qu'aujourd'hui ça va être le cas, chers collègues, vous inviter à voter bien sûr cet article, mais aussi l'intégralité du texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour, contre, abstention.
Il est adopté. Est-ce que je peux considérer que les articles 3, 4, 5, 6 ont le même vote, c'est-à-dire favorable? Parfait. Ils sont donc adoptés. Nous passons à l'article 7, avec un amendement numéro 2, présenté par Monsieur Mandelli. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, voilà, je dois vous avouer qu'il y a quelques jours, je n'avais pas prévu d'intervenir dans ce débat, et j'avoue humblement que, là encore, que je n'avais pas regardé dans le détail cette proposition de loi. En fait, mon intervention sur ce texte, elle est liée à un rendez-vous que le directeur départemental des bibliothèques de Vendée m'a sollicité, et je l'ai rencontré vendredi dernier. Et dans le cadre de la préparation de ce rendez-vous, qui au passage d'ailleurs était simplement un rendez-vous de courtoisie pour me dire tout le bien qu'il pensait de la proposition de loi de notre collègue Sylvie Robert, et qu'il l'accompagnait et qu'il l'a souhaité, comme beaucoup de professionnels de bibliothèque. En préparant ce rendez-vous, comme je le fais pour tous les rendez-vous, comme chacun de nos collègues, j'ai lu le texte, et mon regard d'ancien maire et d'ancien président de commune était attiré par ce qui m'a semblé être deux imprécisions ou deux compléments à apporter à ce texte. Et le premier d'entre eux, je verrai tout à l'heure pour le deuxième amendement, eh bien, c'est une précision sur le vote éventuel de la collectivité délibérante, puisque dans le texte, il est noté dans cet article que cela fait l'objet d'une présentation à l'organe délibérant, et un maire pourrait se questionner en se disant, mais l'organe délibérant, est-ce qu'on doit voter ou pas? Et donc, il s'agit simplement d'un amendement de précision qui indique que la présentation peut être suivie d'un vote, tout simplement. Merci. Madame le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Cet amendement visait effectivement à prévoir la possibilité d'un vote de l'Assemblée délibérante sur les orientations générales de la politique documentaire. C'est l'article 5 que je n'avais pas voulu, c'est la philosophie de ma proposition de loi, contraindre et obliger le maire à faire voter donc cette politique documentaire. Votre amendement vient préciser les choses et est un petit peu plus explicite en disant qu'il peut faire voter. Donc c'est à la discrétion ou pas du maire. Et je trouve que non seulement ça n'enlève rien à la philosophie de cet article, mais ça le précise. Donc ce sera un avis favorable. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, votre avis? Avis favorable. Parfait. Je mets donc aux voix cet amendement avec deux avis favorables. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7 ainsi modifié. Pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Article 8, je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. À l'article 9, j'ai un amendement, le numéro 3, présenté par Monsieur Mandelli. Madame la Présidente, Madame la Ministre, voilà, mes chers collègues, dans le même esprit que l'amendement précédent, en fait, celui-ci indique, conformément à ce que nous allons sans doute voir tout à l'heure et voter dans l'article 11, qui indique que les EPCI devront valider et voter un schéma de développement de la lecture publique. Il me paraissait important, dans la mesure où la compétence est aussi du ressort des départements, avec les bibliothèques départementales, que la même règle, entre guillemets, soit applicable aux départements qui devront, au travers de cet amendement, s'il est adopté, eh bien, définir également et faire voter un schéma de développement de la lecture publique à l'échelon départemental. Merci, cher sénateur. Madame le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Chers collègues, donc, votre amendement propose d'inclure dans les missions des bibliothèques départementales l'élaboration d'un schéma de développement de la lecture publique validé par un vote de l'Assemblée départementale. Je voudrais vous dire que c'est un amendement qui est, pour nous, une avancée très utile. J'avais, pour ne rien vous cacher, l'intention de l'inscrire dans le cadre d'un projet de loi que nous aurons l'occasion d'examiner en juillet prochain, qui est la loi 4D 3DS, parce que nous, les départements qui gèrent les bibliothèques départementales, vous le savez, la loi ne précise pas s'il s'agit d'une compétence obligatoire ou optionnelle. Donc nous avions, avec notre collègue Colette Mélot, dans notre rapport d'information, pointé cette question, et nous étions pour sécuriser la compétence lecture publique des départements. Je suis heureuse de voir que vous partagez notre objectif, et j'espère vous retrouver sur ces bancs
pour défendre donc, dans le cadre de la loi 4D un amendement pour sécuriser cette compétence. Cet amendement est une première avancée très utile. Pour toutes ces raisons, je donne également un avis favorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Avis favorable. Parfait. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 3 avec 2 avis favorables qui est pour, contre, abstention. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9 ainsi modifié qui est pour, contre, abstention. Il est adopté. Article 10, je le mets aux voix pour, contre, abstention. Article 11, même voix, j'imagine, même vote. Article 12, j'ai deux amendements. Le numéro 4, présenté par Madame de Marco. Merci Madame la Présidente. Donc, l'article 12 prévoit la possibilité pour les bibliothèques territoriales de céder des documents dont elles n'ont plus l'utilité à des écoles, fondations ou associations caritatives à but non lucratif. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession à titre onéreux des documents. Mais le principe de réalité fait que certaines associations ne peuvent pas gérer ce plan de redistribution à grande échelle des documents. Et dans cette période de crise sanitaire, après désherbage, les bibliothèques n'ont pu procéder à un désherbage puis à une vente locale et ont fait don des documents plutôt que de les envoyer au pilon. Cet amendement prévoit donc d'ouvrir la possibilité de cession à des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, c'est-à-dire entre autres les communautés Emmaüs, qui pratiquent des prix solidaires. Les bénéfices de ces cessions à titre onéreux permettent aux personnes accueillies dans la communauté de participer à des activités solidaires et d'obtenir une forme de rémunération. Cet amendement correspond à l'objectif initial de l'article 12, qui veut limiter la destruction de documents participant à l'élargissement des connaissances de nos concitoyens et favoriser des actions de solidarité entre les différents organismes. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Ma chère collègue, donc, votre amendement vise à autoriser certains bénéficiaires de dons d'ouvrages des bibliothèques comme Emmaüs, vous l'avez cité, à vendre les livres pour financer leurs activités. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que l'article 12 de cette PPL autorise les bibliothèques à donner les ouvrages dont elles n'auraient plus usage à des fondations et des associations reconnues d'utilité publique. Mais ces dons ne doivent pas être vendus et donc vocation à être distribués. Pour mémoire en droit, je voudrais vous rappeler que les collectivités territoriales ne peuvent céder gratuitement leurs documents relevant du domaine privé. Les cessions à titre gratuit sont restreintes au matériel informatique et aux logiciels dans les mêmes conditions que celles autorisées pour l'État et ses établissements publics. L'article 12 de ma proposition de loi est donc une nouvelle exception à ce principe. Je comprends très bien la philosophie de votre amendement, chers collègues. Je pense cependant que les titulaires de droits d'auteurs et éditeurs seraient opposés à ce développement potentiellement important du marché du livre d'occasion, qu'ils surveillent avec beaucoup d'attention. Et en plus, il me paraît important que cette exception pour les livres soit bien comprise aussi comme une modalité d'accès à la culture pour un plus large public et non pas comme une opération commerciale, quel qu'en soit, et je l'ai bien compris, l'objectif final. Donc j'aimerais bien que vous retiriez votre amendement, auquel cas je vous donnerai un avis défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la ministre, votre avis? Excellente argumentation de Madame la rapporteure, avis défavorable également. Madame de Marco, vous retirez votre amendement ou je le mets aux voix? Très bien, donc je mets aux voix avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 5, Madame de Marco. Un amendement qui est dans le même esprit, et cette fois-ci pour pouvoir céder à des entreprises de l'économie sociale et solidaire les livres issus des désherbages des bibliothèques. Il s'agit quand même de poser des bases légales donc d'une pratique qui se fait actuellement, et surtout suite au confinement où beaucoup de bibliothèques ont donné donc, des livres à ce type d'association et ce type de structure de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je connais le ressort de cet amendement. Je pense que c'est la même réponse de Madame le rapporteur. Mais je pense qu'il faudra à un moment donc, se poser la question de savoir, plutôt que de mettre au pilon des livres dont les associations ne peuvent pas gérer forcément, ou les fondations, s'il n'était pas possible d'envisager que des structures d'économie sociale et solidaire ou Emmaüs puissent donc récupérer ces livres de façon à les
vendre à très bas prix. Et puis, de toute façon, ça favorise aussi la lecture publique, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des livres à peu cher. Bon. Merci, chers collègues. Nous allons avoir la réponse à votre question grâce à Madame le rapporteur. Chers collègues, je ne vais pas redonner les raisons parce que ce sont les mêmes que l'amendement précédent et vous l'avez bien dit. Je pense qu'il y a peut-être un débat à avoir sur d'autres véhicules législatifs. Vous avez posé le débat et c'est un débat important, mais dans le cadre de ma proposition de loi, et parce que derrière, la question des droits d'auteur et des éditeurs, je pense qu'il n'est pas du tout opportun de faire en sorte que lorsqu'on donne un ouvrage, il puisse après être revendu, quels qu'en soient les objectifs et quels qu'en soient les bénéficiaires. Donc je vous demanderai de le retirer, auquel cas je vous donnerai encore un avis défavorable. Madame la ministre, même avis? Pour les mêmes raisons, avis défavorable. Parfait. Madame de Marco, vous retirez ou vous maintenez? Vous maintenez. Donc je mets aux voix avec 2 avis défavorables qui votent pour. Madame de Marco, si vous ne votez pas pour votre amendement, c'est gênant. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 12 non amendé. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Article 13 avec l'amendement numéro 1 présenté par le gouvernement. Je lève le gage prévu à l'article 13. Merci infiniment, Madame le ministre. Je le mets aux voix. J'imagine qu'il va remporter un vif succès. Votre avis, Madame le rapporteur? Je ne peux que remercier la ministre et je donne bien évidemment un avis très favorable. Je mets donc aux voix. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Merci, Madame la ministre. L'article est donc supprimé, pardon. Non, pas adopté, mais adopté dans sa suppression, pardon. Je vais mettre maintenant aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Darcos. Elle peut prendre la parole. Il faut peut-être. Oui, merci Madame la Présidente. Juste un petit mot pour parce que ma collègue Elsa Schack a très bien parlé tout à l'heure au nom de notre groupe, mais remercier une fois de plus Sylvie Robert. Je veux dire que pour nous deux, c'était une grande semaine. Nos textes auraient dû être liés, mais finalement à une nuit d'intervalle, vraiment, ça a été formidable. Merci encore Madame la Ministre d'avoir en effet fait une procédure accélérée pour nos 2 textes. J'espère qu'en effet, rapidement, l'Assemblée nationale s'en saisira. Et vraiment, ma chère collègue, je voudrais encore te féliciter parce que voilà, les bibliothèques, c'est aussi toute ta vie. Et après tout ce que tu avais déjà fait et tous les rapports qui ont été faits au nom des bibliothèques, en effet, le Sénat peut être très fier de faire porter en fait une loi bibliothèque grâce à toi. Merci. Merci, chers collègues. Et le mot de la fin revient à l'auteur de la loi, Madame Robert. Quelques mots, bien sûr, d'abord pour remercier la ministre, pour remercier également le service du livre et de la lecture, parce qu'ils m'ont aussi beaucoup accompagnée dans la rédaction de cette proposition de loi et je les en remercie sincèrement. Je voudrais vous remercier aussi tous, chers collègues, remercier le président de la commission, mais également Bertrand Pelé, l'administrateur, et son enthousiasme sans faille et son attachement aux bibliothèques. Je voudrais vous dire simplement une chose, c'est que pendant cette semaine, nous avons eu l'occasion, même si nous ne sommes pas si nombreux, mais finalement un petit peu de parler culture, Madame la Ministre, avec la proposition de loi de Laure et la mienne. Vous avez cité des auteurs, vous avez cité des poètes. Je trouve que c'est très important dans le contexte actuel, plus que jamais peut-être, non seulement de défendre la culture, mais d'évoquer ces poètes et ces auteurs. Je trouve que ce sont des moments, je pourrais qualifier de grâce, en tout cas pour moi, ils sont très importants. C'est un moment aussi d'émotion parce que j'espère, mais je fais confiance à la ministre et elle l'a dit, que votre attachement, parce que votre attachement et les propos que vous avez cités et évoqués dans toutes vos discussions générales ont été des propos vraiment louangeurs à l'égard des bibliothèques et des bibliothécaires. Et pour elles, parce que ce sont beaucoup des femmes, j'espère vraiment que cette proposition de loi se transformera en loi, ainsi que celle de ma collègue Laure Darcos. Et nous pourrons, au Sénat, nous féliciter que la première aventure
de ces lois, eh bien, c'était avec vous cet après-midi et je voudrais vraiment vous en remercier. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous félicite.